peu. Ce soir, nous avons le plaisir donc, de recevoir Alain Aspect. Alain Aspect est physicien. Il est professeur à l'Institut d'optique et à l'École polytechnique, directeur de recherche émérite au CNRS. C'est un grand spécialiste de physique quantique et de physique atomique. Il a travaillé sur les expériences portant sur le paradoxe EPR et sur le phénomène d'intrication, sur le refroidissement d'atomes par laser, l'optique atomique, la cryptographie quantique. Il a produit durant toute sa carrière des travaux d'une très grande richesse et une très grande diversité, allant de la théorie à l'expérimentation, avec un souci pour les applications, un souci également pour l'enseignement, la diffusion des connaissances, et également un intérêt pour l'histoire des sciences. Alain Aspect est membre de l'Académie des sciences. Il a reçu pour l'ensemble de ses travaux de nombreux prix nationaux, internationaux, dont la médaille d'or du CNRS, la plus grande distinction en sciences en France. Et donc aujourd'hui, il va nous présenter une conférence dans laquelle il va nous parler du grand mystère donc, de la dualité onde-particule, avec un titre en anglais, mais une conférence qui va nous donner en français. Donc nous sommes très heureux et honorés de le recevoir ce soir. Donc je vous en prie. Oui, bonsoir, c'est un grand plaisir d'être dans cet amphi qui finalement a un vrai cachet. Donc oui, il est un peu petit, mais le cachet est formidable. Hein? On cherche de l'argent pour le rénover. Ouais, ça va lui faire perdre son caractère, donc moi je ne donne pas. Oui, donc vous m'excuserez pour les transparents en anglais. C'est l'année internationale de la lumière. C'est une conférence que je donnais déjà pas mal avant l'année internationale de la lumière, mais avec l'année internationale de la lumière, je l'ai donnée un grand nombre de fois. Et je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je donne la conférence, d'un petit peu changer quelque chose dans les transparents. S'il faut avoir 2 jeux de transparents, un jeu anglais et un jeu français, on n'y arrive plus. Donc, j'ai les transparents en anglais. Bien sûr, mon discours sera en français et vous pourrez suivre bien sûr ce qui est là-haut. Et dans beaucoup de mes conférences, il y a l'avantage, en plus, même en France, il y a souvent des gens qui ne maîtrisent pas parfaitement le français et ça les aide d'avoir des transparents en anglais. Je parle de collègues étrangers qui font l'effort en France de parler français, donc il ne faut pas se moquer d'eux. Je trouve qu'il faut les encourager, au contraire. Donc, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de la dualité onde-particule pour un photon unique et avec 2 personnages qui vont encadrer, je dirais, l'histoire. Einstein, ça va commencer en 1905 et Wheeler, c'est des expériences qui ont été réalisées récemment, mais sur des idées que John Archibald Wheeler avait émises dans les années 1980. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail des calculs, mais là c'est hard, hein, ce n'est pas de la vulgarisation, ils peuvent se référer à ce livre d'optique quantique dont je suis l'un des auteurs, mais ça je dirais c'est niveau master, hein, mais s'il y a des gens qui veulent savoir comment on écrit les équations qui correspondent au phénomène que je vais vous décrire aujourd'hui, eh bien c'est une référence dans laquelle ces choses sont expliquées en détail. Alors, la nature de la lumière a toujours fasciné, bien entendu, les hommes et les penseurs. Et je ne vais pas vous faire une histoire complète de la lumière, mais j'aime beaucoup cette stèle égyptienne dans laquelle on voit le soleil émettre des rayons lumineux qui en fait transportent des fleurs multicolores qui donc sont observées par la dame, je ne me rappelle plus son nom là. Et vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser au modèle de Newton de la lumière formé de particules multicolores. C'est assez amusant. Bon, je ne vais pas commenter beaucoup. Je pense qu'il est intéressant de noter qu'au Moyen-Âge, ce sont des empiriques ou des empiristes. Finalement, ils ne discutent pas tellement sur qu'est-ce que la lumière. Par contre, ils font quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ils inventent
la lentille qui permet de corriger la vue de ceux qui arrivent à un âge où les bras deviennent trop courts. Là, j'en vois un certain nombre, hein. Je fais partie du club. Les myopes aussi sont contents de bénéficier des choses comme ça. Et donc, ils inventent des instruments. Et puis, en mettant les lentilles les unes derrière les autres, il y a des gens assez géniaux qui arrivent à inventer le microscope pour voir l'infiniment petit, la lunette astronomique qui permettra à Galilée de faire les découvertes des satellites de Jupiter. Donc, on a tendance à sous-estimer le Moyen-Âge. Je pense que leur contribution est tout à fait extraordinaire, même si elle n'est pas conceptuelle. Alors, au XVIIe siècle, grand débat conceptuel sur la nature de la lumière. Huygens pense que la lumière est faite d'ondes. D'ailleurs, voilà une idée, une bougie qui émet des ondes. Et l'idée qu'il a, c'est grosso modo les ondes que vous voyez à la surface de l'eau quand vous jetez un caillou dans l'eau. Vous voyez des ronds dans l'eau. Mais Huygens va très loin dans l'utilisation des ondes. Il peut expliquer la réfraction, un certain nombre de phénomènes. Il n'a pas de chance, parce qu'il est l'objet de la vindicte de Newton. Newton est un génie absolu, des génies du calibre de Newton. Il n'y en a pas beaucoup dans toute l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi quand même un assez mauvais caractère, c'est bien connu. Et Newton, lui, est partisan de modèles corpusculaires de la lumière, et donc avec son autorité scientifique, Newton va écrabouiller Huygens, il faut le dire, mais sur des arguments d'autorité. Alors, j'exagère un petit peu parce que Newton fait quand même des expériences d'optique d'une très grande qualité, et en particulier l'expérience dans laquelle il montre qu'une fois qu'on a décomposé la lumière blanche en composantes élémentaires, et il reprend une petite bande et il remet un deuxième prisme, et là il voit qu'on ne décompose pas une deuxième fois, conceptuellement c'est un très grand truc. À part ça, il observe des interférences qu'on appelle les anneaux de Newton, et là, il refuse l'hypothèse ondulatoire, et il a un modèle complètement abracadabrantesque, comme dirait l'autre, pour expliquer les anneaux de Newton. Mais son prestige est tellement grand, pour de bonnes raisons, parce que Newton, son principal titre de gloire, ce n'est pas l'optique, c'est la loi de la gravitation universelle et la compréhension du mouvement des planètes. Donc ça, évidemment, c'est un des plus grands triomphes de l'esprit humain. Donc il a un tel prestige que son modèle corpusculaire de la lumière est accepté sans discussion, et le pauvre Huygens n'a plus qu'à se taire. Bon, voilà. Nous faisons un saut au XIXe siècle avec deux savants formidables, Young de l'autre côté de la Manche et Fresnel de ce côté-ci. J'ai l'honneur d'être titulaire de la chaire Augustin Fresnel de l'Institut d'optique, et c'est moi qui ai choisi le nom de la chaire. Et je pense que Fresnel est un très 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 grand génie. Et les deux combinent les observations et la description théorique, et pour la description théorique surtout Fresnel, et ils arrivent à la conclusion que pour expliquer l'ensemble des phénomènes que l'on connaît en optique, c'est-à-dire l'optique géométrique bien sûr, mais les phénomènes comme les interférences, la diffraction, on va y revenir, eh bien le seul modèle qui tienne la route, c'est un modèle dans lequel la lumière est une onde. Et si vous prenez les traités que Fresnel soumet à l'Académie des sciences entre 1818 et 1822, l'Académie des sciences ils mettaient des sujets au concours. Donc ils avaient mis un sujet de concours qui était expliquer la nature de la lumière. Et donc Fresnel soumet des mémoires. On a ces mémoires aujourd'hui. Ces mémoires décrivent la totalité de l'optique. Pas de l'optique quantique que je vais vous raconter tout à l'heure, mais la totalité de l'optique. Tout est dedans. La diffraction, les interférences, l'optique cristalline, la biréfringence, il y a tout. Et il dit que tout ça ne peut s'expliquer qu'avec des ondes transversales, donc il a la notion de polarisation et tout. La seule chose qu'il ne connaît pas, et il ne peut pas le connaître à l'époque, quelle est la nature de ces ondes. Donc il dit que ça doit être une onde transversale, etc. Et la nature de ces ondes, on va la connaître seulement quelques décennies plus tard, quand Maxwell, écrivant l'ensemble, ça c'est un grand moment, je trouve, de l'histoire de la science. Maxwell écrit 4 équations qui résument l'ensemble des connaissances en électricité et en magnétisme. Et les connaissances en électricité et magnétisme, à cette époque-là, il n'y en a pas tant que ça. On sait des choses, mais enfin, ce n'est pas un immense corpus. Il écrit 4 équations qui résument ce qu'on sait. Et puis, il s'aperçoit que comme solution de ces équations, il y a des choses que personne n'a jamais vues, enfin,
auxquelles personne n'a jamais pensé, ce sont des ondes qui se propagent à 300 000 km par seconde. Or, on sait à l'époque que la lumière se propage à 300 000 km par seconde. Il y a une mesure avec les satellites de Jupiter et des choses. Il y a plusieurs méthodes qui permettent aux gens de connaître la vitesse de la lumière. Et donc Maxwell, avec une litote toute britannique, écrit « On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre la vitesse prévue pour ces ondes inconnues et puis la vitesse de la lumière. » Et donc, Hertz va construire son générateur et on va être très rapidement convaincu que la lumière est une onde électromagnétique. Donc à la fin du XIXe siècle, il n'y a plus aucun problème en optique. On connaît la nature de la lumière, c'est une onde électromagnétique, et on a une théorie complète qui est la théorie de Fresnel qui découle des équations de Maxwell, qui permet de comprendre tous les phénomènes connus en optique. Alors on cite toujours ici, et je tiens à le réhabiliter, on cite toujours Kelvin, que l'on voit ici en chair, en Écosse, je ne sais plus si c'était à Glasgow ou Édimbourg, je crois. On voit Kelvin en chair, et alors on cite toujours Kelvin qui a dit « En physique, on a tout compris ». Alors ça m'étonnait un peu quand même, parce que Kelvin, c'est vraiment un grand génie. Et donc, j'ai obtenu une photocopie de l'article, qui est Proceedings of Scottish Society of whatever. Et alors, ce qu'on lit, c'est que Kelvin dit « La physique est un magnifique édifice. On a vraiment compris énormément de choses. Mais quand même, dans ce magnifique ciel bleu, il y a deux nuages. Et ces deux nuages, ce sont des gros nuages noirs. Et je pense, pour arriver à se débarrasser de ces nuages, eh bien, il va falloir sérieusement remettre en cause nos concepts. Donc, en fait, loin de lire, on a tout compris. Je veux dire, il avait bien vu qu'il y avait un problème. Parce que c'était quoi, les deux nuages? Les deux nuages, c'était d'une part le résultat négatif de l'expérience de Michelson-Morley, dont vous savez qu'on ne peut venir à bout qu'en inventant la relativité, ce qui a été fait par Einstein en 1905. Et le deuxième nuage, c'est un peu plus technique, mais pour les physiciens habitués, ils comprennent parfaitement de quoi il s'agit. C'était une anomalie dans la capacité calorifique des molécules diatomiques, qui ne peut s'expliquer qu'en admettant que les mouvements de rotation sont quantifiés et qu'il y a un degré de liberté qui est gelé. Il y avait une anomalie. Et donc Kelvin avait mis le doigt sur un phénomène qui ne peut se comprendre que par la relativité et un autre phénomène qui ne peut se comprendre que par la mécanique quantique. Donc je tiens absolument à réhabiliter Kelvin. Quand vous lisez dans les livres que Kelvin, c'était une vieille baderne du 19e siècle, dites non, 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 Aspect a dit le contraire et je peux vous donner les références. Non, mais je peux vous donner les références. Alors justement, eh bien, au début du XXe siècle, de nouveau, les choses vont être remises en cause. Et vraiment, le grand révolutionnaire du début du XXe siècle, c'est bien sûr Einstein, qui en 1905 va faire l'hypothèse que la lumière est faite de quanta, Lichtquanten en allemand, des quanta de lumière, c'est-à-dire des grains d'énergie élémentaire. Alors cette énergie du grain, de chaque grain élémentaire, qu'on appellera photon plus tard, c'est un chimiste qui s'appelle Lewis, qui nommera ces grains de lumière des photons en 1926. Donc ces grains de lumière, ils ont une énergie proportionnelle à la fréquence, et la constante de proportionnalité, c'est la constante de Planck. Alors d'où elle sort cette constante de Planck? En 1900, pour expliquer la distribution des couleurs dans ce qu'on appelle le spectre du corps noir, c'est-à-dire grosso modo le rayonnement émis par un corps que vous chauffez. Vous chauffez une barre de métal, elle émet du rayonnement rouge, bleu, etc. Pour comprendre ce rayonnement, la physique classique s'est cassé les dents et en désespoir de cause, Planck a fait une hypothèse qui le révoltait, mais il a trouvé qu'elle marchait, c'est que les échanges d'énergie entre le rayonnement et la matière se faisaient par quantité élémentaire, par quanta. Et ces quanta étaient une quantité d'énergie élémentaire proportionnelle à la fréquence. Donc il disait les échanges. Einstein est beaucoup plus révolutionnaire. Einstein dit si les échanges se font par quanta, c'est que la lumière elle-même est formée de quanta. Donc la lumière est formée de grains d'énergie E égale h nu,
Et comme en 1905, Einstein, c'est l'année miraculeuse pour Einstein, il invente également la relativité restreinte, je vous l'ai déjà dit, il sait qu'une particule qui va à la vitesse de la lumière, si elle a une énergie E, elle a une quantité de mouvement E sur C, donc P égale H nu sur C. Et avec ça, il fait des prédictions précises sur l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, c'est quoi? C'est le fait que si vous éclairez un morceau de métal avec de la lumière, dans certaines circonstances, il y a des électrons qui sont éjectés. Alors ça avait été observé, mais pas étudié très quantitativement, mais on avait quand même remarqué que ça marchait mieux avec la lumière ultraviolette qu'avec d'autres. Et là, Einstein fait des prévisions précises, alors je ne vais pas vous raconter tout ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que personne ne prend au sérieux cette prévision d'Einstein. Il y a même un très grand physicien américain qui s'appelle Millikan, qui va, dans les années 1914, quelque chose comme ça, 1915, qui va entreprendre une série d'expériences, il l'écrit lui-même dans ses mémoires, pour prouver qu'Einstein avait tort. C'est un excellent expérimentateur, il trouve qu'Einstein a raison, il va publier son résultat, et Einstein aura le prix Nobel en 1922 pour sa loi de l'effet photoélectrique. Mais c'est assez amusant qu'il ait fallu autant de temps pour que les gens soient d'accord. Par exemple, on a une preuve de cette réticence des physiciens dans le rapport qui est fait sur Einstein en 1911 ou 1912, lorsqu'il va être admis à l'Académie des sciences de Prusse. Il y a un rapport qui est écrit par les grands savants de l'époque, dont Planck et d'autres, Rubens et d'autres, dont ce rapport existe, il est dans les archives. Et ce rapport dit: certes, de temps en temps, Einstein est vraiment complètement à côté de la plaque, et notamment avec sa loi sur l'effet photoélectrique. Mais il a déjà apporté tellement de contributions importantes à la physique que, chers confrères, nous vous proposons néanmoins de les lire dans notre noble assemblée. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, il va avoir le prix Nobel pour ça. Et puis après, eh bien, il y a d'autres expériences, l'effet Compton, que je ne peux pas vous décrire, etc., qui montrent que c'est une bonne idée de considérer le rayonnement, de considérer la lumière et les rayons X comme formés de particules élémentaires, de grains élémentaires, qu'on va donc appeler les photons. Mais alors, évidemment, il y a un problème qui se pose immédiatement, parce que je vous ai raconté quand même qu'au XIXe siècle, c'est le triomphe de la théorie ondulatoire. Tous ces phénomènes subtils d'optique n'ont pu être interprétés qu'en admettant que la lumière est une onde. Alors, ce n'est pas parce que Einstein, pour un petit effet particulier qui est l'effet photoélectrique, nous dit qu'il faut la considérer comme formée de particules, qu'il faut oublier le reste. Donc, comment il faut faire pour comprendre la diffraction, les interférences, les effets de polarisation? Et la seule réponse qu'on connaisse, c'est la lumière est une onde. Alors, onde ou particule? Eh bien, une fois de plus, on va trouver Einstein à la manœuvre. Et ça, j'insiste pour le dire, parce que c'est un peu moins connu qu'un certain nombre de choses. Et pourtant, à mon avis, c'est un des très, très grands résultats obtenus par Einstein. Einstein, bien sûr, qui n'est pas idiot, sait parfaitement que le problème se pose. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il fallait considérer la lumière comme formée de particules qu'il ignore les phénomènes d'interférence et de diffraction. Et il est obsédé par cette question. Et en 1909, il fait à Salzbourg une conférence, donc on trouve dans la littérature sous le nom de conférence de Salzbourg. Alors si vous lisez l'allemand, vous le trouverez en allemand, mais sinon on le trouve traduit en anglais, traduit en français. C'est vraiment une conférence extraordinaire dans laquelle Einstein prend un certain nombre de phénomènes et à chaque fois il conclut, eh bien la seule façon de se sortir du problème, c'est d'admettre que la lumière est à la fois une onde et une particule. Alors pour mes collègues qui connaissent un petit peu de physique, je donne l'un de ces raisonnements. Einstein est capable de calculer les fluctuations du rayonnement du corps noir. Et au terme de ces raisonnements dont Einstein a le secret, il imagine qu'il y a du rayonnement d'un côté, il y a un piston, il y a du rayonnement d'un côté, il y a des particules de l'autre, il impose l'équilibre thermique, enfin il met des contraintes là-dessus, et paf, il est capable de calculer les fluctuations de la pression de radiation sur le piston. Et il arrive à cette formule. Alors, mes collègues qui connaissent bien la physique vont reconnaître les termes, et ceux qui ne connaissent pas bien la physique peuvent écouter quand même ce que je raconte. Oui, j'aime bien dire dans les conférences grand public que les gens qui n'aiment pas les équations ne sont pas obligés de lire les équations. Quand vous allez à l'opéra ou dans un concert,
Vous pouvez écouter la musique, même si vous n'êtes pas capable de lire la partition, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas capable de lire les formules, vous m'écoutez, d'accord? Comme quand vous allez écouter un chanteur, mais je promets, je ne chanterai pas. Donc, pour ceux qui savent lire les formules, vous reconnaîtrez ici le terme qu'on appelle bruit de grenaille. Ce sont les fluctuations dont il s'agit de calculer, les fluctuations de la pression qu'exerce la lumière sur une paroi. Si la lumière est formée de particules, ces particules arrivent de façon un peu irrégulière. Tac, 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 tac. C'est ça qu'on appelle le bruit de grenaille. Ça fait une petite fluctuation. Eh bien, Einstein nous montre qu'il y a ce terme qui correspond à cette fluctuation qu'on appelle le bruit de grenaille. Et puis, il a un deuxième terme, et ce deuxième terme, c'est le terme que vous calculez si vous dites, voilà, j'ai des ondes. Alors, une onde exerce une pression de radiation. Ça se calcule avec la théorie électromagnétique. Mais si maintenant j'ai plein d'ondes incohérentes, il y a des phases aléatoires entre ces ondes, et du coup, ça fait fluctuer la pression. Et il fait le calcul et il trouve ce deuxième terme. Et comme dans son calcul, il a les deux termes, il dit, vous voyez bien, il y a les deux termes. Il y a un terme associé aux particules, il y a un terme associé aux ondes, dont la lumière est à la fois une onde et une particule. Je trouve qu'il faut insister sur ce papier de 1909 de Einstein, parce que quand on connaît l'histoire du développement de la physique quantique, rappelez-vous que Bohr ne propose son modèle d'atome qu'en 1913. Donc là, on est encore en 1909. Et Louis de Broglie ne proposera son hypothèse de dualité onde-particule qu'en 1923. Ce n'est pas pour diminuer le mérite de Louis de Broglie, mais je veux dire, une fois de plus, Einstein, c'est ahurissant, quoi. Donc, voilà, Einstein nous dit la lumière est faite à la fois d'ondes et de particules. Donc, en 1923, Louis de Broglie fait l'hypothèse que des choses que nous pensons être des particules, par exemple les électrons, doivent aussi, dans une certaine mesure, être considérées comme des ondes, et il donne même la formule qui dit que la longueur d'onde est égale à la constante de Planck, toujours la même constante, la constante de Planck qui est là aussi, divisée par la quantité de mouvement de la particule. Et rapidement, eh bien, on comprend, grâce à cette hypothèse de Louis de Broglie, par exemple, on comprend la condition de quantification qui permet de donner les niveaux d'énergie dans l'atome de Bohr. Donc, nous avons la réponse à la question précédente. Est-ce que la lumière est une onde ou une particule? Et la réponse est écrite ici. La lumière est une onde et une particule. C'est la dualité onde-particule. Alors, on peut se satisfaire de prononcer ces mots, dualité onde-particule. On pourrait même, si j'avais assez de charisme, vous demander de, tous ensemble, on prononcerait une litanie, dualité onde-particule, dualité onde-particule. C'est un peu ce qui se passe dans un certain nombre de cours quand même. Hein. Les étudiants, on leur dit, écoutez, discutez pas, la dualité onde-particule, c'est un grand principe, c'est comme ça, et on ne revient pas là-dessus. Moi, je trouve qu'on peut dire les mots, ça c'est assez facile, mais si vous essayez de faire des images, si vous êtes un peu habitué à faire de la physique, si vous connaissez un peu la physique des ondes, puis par ailleurs vous connaissez la physique des particules, eh ben, je peux vous dire que c'est quand même pas facile de se faire des images. Et donc le reste de mon exposé va être sur cette difficulté conceptuelle d'arriver à mettre ensemble, j'ose pas dire marier parce que ça ne se marie pas très bien, mais mettre ensemble une image onde et une image particule. Alors, avant de parler des difficultés conceptuelles, et pour éviter des dérapages qui malheureusement arrivent de temps en temps, les gens concluent que du coup ça ne va pas du tout et qu'il faut jeter toute cette théorie, je voudrais quand même insister sur le fait que la dualité onde-particule a permis le développement de la théorie qui est de très loin la plus fructueuse de toute l'histoire de la physique. Cette théorie s'appelle la physique quantique. Car c'est la physique quantique qui a, avec sa dualité onde-particule, qui a permis, par exemple, de comprendre la structure de la matière. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu le fait que la physique classique est incapable de nous dire pourquoi la matière est stable. La physique classique on sait à la fin du XIXe siècle que la matière est formée de charges positives et négatives. Et on sait que les charges positives et négatives s'attirent. Donc si les charges positives et négatives s'attirent, la matière devrait s'effondrer sur elle-même. Pourquoi ne s'effondrait-elle pas? La physique classique est incapable de l'expliquer. Par contre, en physique quantique, avec sa dualité onde-particule,
Je ne dirais pas que c'est facile, mais en tout cas, ça découle naturellement de la théorie quantique, le fait que la matière est stable. Je peux vous donner une vague idée de l'explication. L'idée est la suivante. Si vous avez une charge positive, par exemple un noyau qui est lourd, puis un électron, et l'électron est attiré par le noyau. Plus il va près du noyau, qu'est-ce que ça veut dire aller près du noyau? Ça veut dire qu'il est bien localisé. Mais pour bien le localiser, il faut que l'onde qui lui est associée ait une toute petite longueur d'onde. Or, d'après les relations que je vous ai montrées peut-être tout à l'heure, en tout cas croyez-moi, plus la longueur d'onde est petite, plus l'onde doit avoir une grande énergie. Donc, plus la matière va avoir tendance à s'effondrer sur elle-même, plus ça va demander une grande quantité d'énergie. Et comme cette quantité d'énergie n'est pas disponible, eh bien, elle ne peut pas s'effondrer sur elle-même. Alors, si tout ça vous semble bizarre, vous avez quand même entendu dire qu'au CERN, à Genève, pour voir la matière avec des détails de plus en plus fins, il faut accélérer les particules à des énergies de plus en plus grandes. C'est simplement l'illustration de ce que je suis en train de vous raconter. Si vous voulez des petites distances, il faut des grandes énergies. Donc, la matière ne peut pas s'effondrer sur elle-même, parce que pour s'effondrer, il faudrait lui fournir une énergie formidable pour la forcer à s'effondrer. Donc, elle ne s'effondre pas, on n'a pas cette énergie qui est là. Donc, la mécanique quantique va permettre de comprendre la liaison chimique, qui nous permet de comprendre pourquoi la matière est stable. Elle va nous permettre de comprendre les propriétés électriques, optiques de la matière. Elle va même nous permettre de comprendre des phénomènes assez extraordinaires comme la superfluidité de l'hélium, la supraconductivité qu'on découvre à cette époque-là, les condensats de Bose-Einstein, ça c'est plus récent, encore Einstein au passage. Et puis la mécanique quantique, non seulement nous permet de comprendre beaucoup de choses, mais elle nous permet d'inventer des dispositifs qui ont une certaine importance. Le laser, le transistor, le circuit intégré. Sachez que le laser, le transistor, le circuit intégré n'ont pas été inventés par un vague inventeur dans un garage en Californie ou ailleurs. Ce sont les plus grands physiciens du milieu du XXe siècle qui, cherchant à appliquer en détail la physique quantique à la conduction dans la matière ou à l'émission de la lumière, inventent le transistor et le laser. Et il ne vous échappe pas que la révolution de la société de l'information et de la communication est quand même due au transistor. Ça, c'est le premier transistor, ça, c'est les circuits intégrés, les ordinateurs, et puis au laser. Et puis maintenant, vous avez les autoroutes de l'information. Donc, que ceci soit bien clair entre nous, ce n'est pas parce que je vais vous expliquer que c'est difficile à comprendre que ce n'est pas une théorie extraordinairement fructueuse. D'accord ? Donc avant de venir nous expliquer que la mécanique quantique, c'est vraiment une très vilaine théorie et qu'il faut l'abandonner, vous commencerez par venir nous expliquer pourquoi la matière est stable et comment marche un transistor. Donc, je voudrais que les choses soient claires. Mais il n'empêche qu'il y a des difficultés conceptuelles. Alors, pendant longtemps, les physiciens ont pensé que ces difficultés conceptuelles, ils pouvaient les balayer sous le tapis avec l'argument suivant. Un des gros problèmes de la mécanique quantique, c'est que la mécanique quantique fait des prévisions probabilistes. C'est-à-dire, elle vous dit, si j'ai une particule, si je la fais passer dans tel appareil de mesure, elle a telle probabilité d'aller vers le haut et telle probabilité d'aller vers le bas. Alors ça, c'est un petit peu bizarre, on se demande bien comment ça peut se passer pour une particule. Mais en fait, toute la mécanique quantique que je vous décris ici s'applique à des ensembles d'un très grand nombre de particules. Donc vous avez des milliards de photons dans un laser, vous avez des milliards d'électrons dans un bout de fil qui transporte du courant électrique. Et donc à partir du moment où vous avez de très grands ensembles, finalement, que la mécanique quantique ne fasse que des prévisions probabilistes, ça dérange personne. Donc pendant longtemps, les physiciens ont pensé qu'ils pouvaient balayer sous le tapis les difficultés conceptuelles en se rassurant par le fait que comme ça s'applique à de grands ensembles, ma foi, on ne va pas trop se poser de questions. Et puis, quand même, à peu près à partir du milieu du XXe siècle, les gens ont commencé à se poser des questions, mais est-ce que la mécanique quantique marche vraiment pour une particule unique? Et comment marche-t-elle pour une particule unique? Et donc, c'est maintenant de ça que je vais vous parler à propos de photons uniques. Donc, expérience de photons uniques. Alors, voilà une expérience célèbre qui est décrite dans le fameux cours de physique de Feynman, qui est une expérience dans laquelle on dit, voilà, on a des particules uniques qu'on lance une par une. Alors, ça peut être des électrons, mais ça peut être des photons. En tout cas, ce sont des particules qu'on lance une par une vers deux trous qui sont là. Et puis on met des détecteurs, et puis quand la particule arrive sur les détecteurs, ça fait clic.
Alors on laisse le détecteur à une certaine position, on regarde le taux d'arrivée, donc là il y en a beaucoup qui arrivent, ça fait clic, 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 donc on va porter un signal élevé, puis on déplace un peu le détecteur, là ça clique presque jamais, donc on met un signal faible, puis un peu plus loin, élevé, un signal élevé, donc ça c'est la probabilité de détection, par exemple en 1 seconde ou quelque chose comme ça. Et donc ce qu'on observe quand on déplace le détecteur, c'est que bien qu'il y ait une seule particule qui passe dans le système, il y a une forte modulation, il y a des endroits où on a une forte probabilité de détecter les particules, des endroits où on a une faible probabilité, forte, faible, quand on balade les détecteurs comme ça. Et bon, alors les physiciens, quand ils voient quelque chose comme ça, ils se disent « Ah, ça me rappelle quelque chose ». Alors, ils bouchent l'un des deux trous, et là, ils voient qu'il n'y a plus aucune modulation. Alors, ils disent « Ça y est, je sais ce que c'est ». C'est une onde qui passe à la fois par les deux trous. Alors la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler d'interférence. Je vous rappelle en 2 mots comment on explique une interférence. Eh bien, on dit que j'ai une onde qui part d'ici, et puis j'ai une petite ondelette qui est réémise par le premier trou, une petite ondelette qui est réémise par le deuxième trou. Si je me place exactement au milieu, les deux ondes ont parcouru le même chemin dont elles arrivent en phase, dont elles oscillent ensemble, dont les signaux s'ajoutent, donc on a un grand signal. Et puis si on se déplace un petit peu sur le côté, par exemple ici, là, à cet endroit-là, ah, ben, il y en a une qui met un chemin un peu plus long que l'autre, et comme le chemin est un peu plus long que l'autre, il y en a une qui arrive légèrement en retard. Alors pendant qu'il y en a une qui monte, l'autre descend. Alors si vous ajoutez quelque chose de positif avec quelque chose de négatif, ça fait 0. Et donc à cet endroit-là, les deux ondes se contrarient et ça fait 0. Donc il y a peu de lumière, dont l'intensité de l'onde va être faible. Et donc, quand on voit un signal comme celui qu'on avait vu là, eh bien, on dit, voilà, il y a un phénomène d'interférence. Donc, pour comprendre l'existence d'endroits brillants, l'endroit où il y a beaucoup de particules qui arrivent, il est brillant, et d'endroits sombres, eh bien, on a un seul modèle, c'est le modèle ondulatoire, et c'est parce qu'ils avaient observé des franges d'interférence que Young et Fresnel avaient conclu le seul modèle possible pour la lumière, c'est un modèle ondulatoire. Bien. Donc, si on croit cette expérience, qui était décrite dans le livre de Feynman, qui a été publié en 1962 ou 1963, quelque chose comme ça, donc, la dualité onde-particule, eh bien, finalement, voilà ce que c'est je lance une particule sur des trous de Young et j'observe un phénomène d'interférence. Donc je sais que c'est une particule, mais il y a quand même des interférences, donc c'est aussi une onde. Et au début des années 80, j'étais quand même assez obsédé par les problèmes de mécanique quantique, c'est là que j'avais fait un certain nombre d'expériences sur l'intrication, et je m'étais posé la question, mais est-ce que cette expérience qui est décrite dans le livre de Feynman et qu'on voit dans tous les livres, qu'on voyait dans tous les livres de mécanique quantique, est-ce que vraiment elle a été faite? Et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'elle n'avait jamais été faite. Alors j'ai proposé à mon premier thésard, qui s'appelait Philippe Grangier, de faire une expérience de ce type, et c'est l'expérience que je vais vous décrire. Donc en 1985, on a pour la première fois fait une expérience de ce type, et évidemment, la difficulté pour une expérience de ce type, il ne suffit pas de prendre une lampe et d'observer les franges, parce que ça, Young et Fresnel l'avaient fait un siècle et demi auparavant. La grosse difficulté, c'était de réaliser une source qui émette les photons un par un, et surtout de prouver qu'on avait émis les photons un par un. Et c'est ça l'histoire que je vais vous raconter maintenant. L'idée a été la suivante. Si j'ai mes deux trous qui sont ici, si les particules arrivent une par une, et si je mets un détecteur derrière le premier trou et un détecteur derrière le deuxième trou, si les mots ont un sens, eh bien la particule va être détectée soit derrière le premier trou, soit derrière le deuxième trou, mais pas dans les deux détecteurs à la fois. Sinon, alors je ne comprends plus ce que ça veut dire que j'ai une particule une par une. Alors, je prononce ces mots et je peux vous dire que les équations disent la même chose. D'accord ? Il fallait avoir l'idée d'écrire les équations. Donc, l'expérience va consister à la chose suivante. On va envoyer les particules, on pense qu'on les émet une par une, on va avoir ces deux détecteurs qui, de temps en temps, vont faire un clic. Donc, on va compter les clics ici, c'est ce qu'on appelle les détections simples. Et puis, on a aussi un circuit électronique qui nous permet de savoir qu'il y a eu une détection simultanée ici et là, et c'est ce qu'on appelle les coïncidences.
Et en répétant un grand nombre de fois l'expérience, on va pouvoir mesurer la probabilité d'avoir une détection ici, la probabilité d'avoir une détection là, et la probabilité d'avoir une détection en coïncidence. Et si les mots ont un sens, si on a vraiment fabriqué une source qui émet les particules une par une, eh bien on aura P1 et P2 différents de 0, mais par contre la probabilité de coïncidence nulle. Voilà l'idée simple de laquelle nous sommes partis. Alors, si on avait une onde, qu'est-ce qui se passerait? Ah ben si on a une onde, c'est complètement différent, parce que l'onde passe par les deux trous à la fois, donc j'ai une petite onde ici, une petite onde là. Qui dit petite onde dit petite probabilité non nulle ici, petite probabilité non nulle là, mais également une certaine probabilité que les deux se passent en même temps. Donc si j'ai une onde, je prévois que la probabilité de coïncidence sera différente de 0. Et en analysant un peu toutes les expériences qui avaient été faites dans le passé, et en regardant un peu la nature des sources qui avaient été utilisées, nous sommes arrivés à la conclusion que dans toutes ces expériences passées, eh bien, on était dans le cas où on aurait toujours une certaine probabilité de coïncidence. Je reviendrai sur ce point dans un petit moment. Donc, vous avez bien compris, hein, l'idée, si c'est une particule, elle est détectée soit d'un côté, soit de l'autre. Si c'est une onde, elle est détectée des deux côtés à la fois. Alors, on n'a pas fait l'expérience exactement avec les trous d'ions, parce que les trous d'ions, c'est bien joli pour raconter l'histoire, mais c'est quand même pas le meilleur système pour des opticiens qui connaissent l'efficacité des expériences. Donc, on l'a fait avec une lame semi-réfléchissante. Alors, une lame semi-réfléchissante, vous savez ce que c'est? Tiens, j'ai oublié d'amener un bout de verre. Enfin, si j'avais un bout de verre et que j'envoyais mon faisceau laser dessus, il y aurait une partie transmise, une partie réfléchie. D'accord? Tout le monde comprend ça. Donc, quand j'ai une lame semi-réfléchissante, ici, si j'envoie un faisceau, une partie est transmise, une partie réfléchie. Mais si j'envoie un photon unique, un photon il se coupe pas en deux. Donc, le photon il va être soit réfléchi, soit transmis. Et je peux de nouveau vous raconter une petite histoire. Si vraiment c'est un photon unique et que je l'envoie sur la lame semi-réfléchissante et que je mets un détecteur ici, un détecteur là, eh bien, la probabilité de détection conjointe va être nulle. Si au contraire, j'ai une onde, ah ben là, l'onde, elle se coupe en deux. Donc, j'ai une certaine probabilité de détecter ici, une certaine probabilité de détecter là, et j'aurai une probabilité de coïncidence qui sera différente de 0. Donc, j'ai un critère. Alors, est-ce que j'ai vraiment un critère? Pour un mathématicien, si vous lui dites, voilà, dans le premier cas, c'est nul, dans le deuxième cas, c'est non nul, mathématicien, pour lui, c'est clair. 0, c'est différent de pas 0. Ça, c'est clair et net. Pour un physicien, c'est une autre paire de manches. Parce que pour un physicien, vous savez, où vous mesurez quelque chose, il y a toujours un peu de bruit, des fluctuations. Alors, à quel moment vous décidez que les fluctuations sont assez faibles pour que ce soit 0? Et d'autres moments, vous dites, ah là, c'est fort, c'est différent de 0. Alors, heureusement, on a trouvé un critère. Un critère pour distinguer 0 de différent de 0. Et voilà comment ça marche. On a dit, voilà, si on a un modèle ondulatoire, l'onde se coupe en deux. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on écrit des petites formules que je vous raconte, je pense que la plupart d'entre vous peuvent suivre. J'ai une intensité I. Sur le canal réfléchi, j'ai une intensité R que multiplie I. Et la probabilité de détecter est proportionnelle à R que multiplie I, et puis avec un coefficient qu'on appelle le rendement quantique du détecteur. C'est l'efficacité du détecteur. Sur la deuxième voie, eh bien, j'ai la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir le coefficient de réflexion, j'ai le coefficient de transmission. Alors, si la lame est 50%, 50%, bah ici, j'ai 0,5 et ici, j'ai 0,5. Maintenant, quelle est la probabilité d'une détection en coïncidence? Eh bien, c'est tout simplement le produit des deux probabilités. Donc, la probabilité d'avoir une détection ici et une détection là, c'est tout simplement le produit des deux. Alors, quand vous voyez tout ça, vous dites, mais alors, c'est remarquable, parce que ceci est égal au produit des deux. Donc, vous êtes Mais il y a quand même, un petit problème. Le petit problème, c'est que j'ai mis une barre dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette barre? Cette barre, elle dit qu'après tout, l'intensité, elle peut fluctuer d'un coup sur l'autre, par exemple, ou même au cours d'une... si j'ai une petite impulsion, elle peut fluctuer. Et donc, la barre veut dire que je prends la moyenne. Et là, il y a une subtilité, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette subtilité, c'est que la moyenne d'un carré n'est pas égale au carré de la moyenne. Donc ça, ce n'est pas tout à fait égal à ça. Mais il y a une inégalité magique qui s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous dit que la moyenne du carré
est forcément supérieur ou égal au carré de la moyenne. Alors, vous voyez, je me suis moqué des mathématiciens tout à l'heure, mais en fait, heureusement qu'on a les mathématiciens, parce que l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle est vraiment drôlement utile. Et donc, à partir du moment où j'ai repéré ça, si je fais le rapport entre ceci et cela, j'arrive à la conclusion qu'il y a une quantité alpha qui est égale à la probabilité de détection en coïncidence divisée par le produit des probabilités simples. Si c'est une onde, cette quantité alpha doit être plus grande que 1. Si c'est une particule, ça doit être égal à 0. S'il y a du bruit, s'il y a des fluctuations, ce ne sera peut-être pas égal à 0. Mais si c'est inférieur à 1, en tout cas, ça ne peut pas être une onde. Parce que si c'est une onde, c'est forcément supérieur ou égal à 1. Donc j'ai maintenant un critère. Le critère, ce n'est pas 0 ou pas 0. Le critère, c'est soit plus grand que 1, soit inférieur à 1. Et ça, c'est facile. Enfin, c'est facile comme critère, ce n'est pas facile comme expérience. Mais au moins, j'ai un critère qui a du sens pour un physicien. Donc, on peut distinguer, entre guillemets, 0 de pas 0. Bon. Alors, je reviens sur le fait que dans toutes les expériences qui avaient été faites, et Dieu sait s'il y en avait, dès 1909, il y a quelqu'un qui s'appelait M. Taylor, qui avait entendu parler de cette hypothèse d'Einstein et qui s'était immédiatement dit, mais enfin, si la lumière est formée de particules, elle ne peut pas faire des phénomènes d'interférence et de diffraction. Et il avait monté une expérience dans son grenier dans laquelle il avait mis une lampe très faible, une source très faible, qu'il avait atténuée beaucoup, et puis il avait mis une aiguille, et derrière une aiguille, normalement, on devait voir des franges de diffraction, donc phénomène ondulatoire, puis il a mis une plaque photo, puis il est parti faire du bateau pendant 3 mois, il aimait bien... C'était un de ces aristocrates anglais qui aimait bien naviguer. Au bout de 3 mois, il est revenu, il a développé sa plaque photo et il a observé les franges de diffraction. Et il a fait un calcul à la louche en disant « Oh, mais en moyenne, il y avait moins d'un photon à la fois dans mon système, donc le photon est capable d'être diffracté. » Alors des expériences comme ça, il y en a eu des dizaines, je les ai toutes analysées quand on a commencé à faire ce travail, et dans toutes ces expériences, c'était la même chose. On partait d'une source, on l'atténuait, et on disait, eh bien, en moyenne, il y a un photon tous les 10 mètres, tous les 100 mètres. Eh bien, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et pour le prouver, une expérience que nous avons faite avec Rangier en 1985 est la suivante. Nous avons pris une source classique, une diode électroluminescente, qui envoyait des impulsions courtes, dont on avait un générateur nanosecondes, qui en envoyait des impulsions de quelques nanosecondes, et puis on a atténué cette impulsion tellement qu'en moyenne, dans chaque impulsion, il y avait l'énergie d'un centième de photon. Alors on est tenté de dire, ça veut dire que dans une impulsion sur 100, il y a un photon, et dans 99 impulsions sur 100, il y a 0 photon. Si ce que je viens de dire était vrai, alors, quand on enverrait ça sur la lame semi-réfléchissante, on aurait PC égale 0. Eh bien, pas du tout, on a trouvé alpha égale 1. Vous voyez, dans les barres d'erreur. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'encore une fois, quand on atténue de la lumière, on ne fabrique pas des états à un photon. On fabrique ce qu'on appelle des états quasi-classiques de Glauber, ça c'est technique, mais l'idée de base, c'est que dans de tels états, la distribution de photons est donnée par une distribution de Poisson. Et une distribution de Poisson où le nombre moyen est petit devant 1, c'est caractérisé par une probabilité d'avoir 0 qui est grande, elle est proche de 1, une probabilité d'avoir 1 qui est quelque chose, mettons 1%, comme ici, mais la probabilité d'en avoir 2 est égale à la probabilité d'en avoir 1 au carré. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Eh bien, ça veut quand même dire que de temps en temps, il y en a 2. Et vous calculez la probabilité que ces 2 donne lieu à 1 d'un côté, 1 de l'autre, et vous avez juste ce qu'il faut pour faire alpha égale 1. Autrement dit, la nature est diabolique. Quand vous prenez de la lumière et que vous l'atténuez, vous avez quelque chose qui a toutes les caractéristiques d'une onde. Ça n'a aucune caractéristique de particule. Et donc, ça explique pourquoi les gens sérieux, je ne parle pas de Newton, mais des gens sérieux comme Young et Fresnel, quand ils avaient vraiment fait des manips sérieuses, ils étaient toujours arrivés à la conclusion que la lumière était une onde. Pourquoi? Parce que vous preniez des sources intenses ou que vous les atténuez beaucoup, de toute façon, ça va se comporter comme des ondes et absolument pas comme des photons uniques. Donc, se poser la question, une fois qu'on a démontré ça avec Rangier, se poser la question à nous, mais
comment fabriquer des photons uniques? Alors, je vais vous donner la réponse. La recette est simple. Pour fabriquer un photon unique, prenez un atome unique. Portez-le dans un état excité, laissez mijoter et attendez. Tôt ou tard, l'atome va se désexciter en émettant un photon et un seul. Donc la recette a l'air simple. Sauf que, aujourd'hui, tout le monde, presque tout le monde, sait faire ça. En 1985, personne ne savait prendre un atome, le tenir là, l'exciter et attendre qu'il réémette. Donc il a fallu qu'on trouve un truc. Alors le truc, en fait, donc, comment isoler un atome unique? Alors le truc, c'est un sous-produit de l'expérience qui avait été développée pour les inégalités de Bell, parce que dans cette expérience pour les inégalités de Bell, on avait une source, alors c'est une usine à gaz, hein, c'est le cas de le dire, il y avait 3 lasers, des enceintes à vide, des choses comme ça, mais le fond de l'affaire, c'est qu'on avait quelques millions d'atomes qui étaient à l'intersection des faisceaux laser et qu'on arrivait à exciter dans un état ici, bon, qui est ce qu'il est, et avec 2 lasers, on empilait ça, et à partir de là, l'atome se désexcitait en émettant un premier photon vert et un deuxième photon violet. Mais il y avait des millions d'atomes excités en même temps. Et pourtant, on a réussi à isoler des processus à un seul atome. Pourquoi? Le secret est écrit ici. La durée de vie de cet état intermédiaire n'est que de 5 nanosecondes. Ça veut dire que après que le premier photon vert était émis, eh bien, en quelques nanosecondes, vous étiez sûr d'avoir le deuxième photon qui est là. Et si maintenant, vous vous souvenez, ou je crois que je viens de le dire, que le nombre d'excitations par seconde est de l'ordre de 1 million par seconde, ça veut dire qu'en moyenne, entre 2 émissions par 2 atomes différents, s'écoule 1000 nanosecondes. Ce qui est beaucoup plus long que le vert bleu. Donc, on peut dire que l'émission, en provenance de cette source, se passait de la façon suivante. Vert bleu, et puis plus rien pendant un grand moment. Grand moment veut dire quelques nanosecondes. Mais vert bleu, et puis plus rien pendant un grand moment. Donc comment isoler les atomes uniques? On les a isolés dans le temps. On détecte le premier photon, et on sait que pendant les 10 nanosecondes qui suivent, on a toutes les chances d'avoir ce photon-là, qui va être un photon unique, et que la probabilité d'avoir un autre photon émis par hasard par un autre atome est très petite. Elle n'est pas nulle, mais elle est très petite. Donc on a réussi à isoler les phénomènes à un atome, et donc ça a marché, on a fait la manip, et voilà, et on a trouvé alpha égale 0,18. Donc c'est vraiment plus petit que 1, surtout que vous voyez ici la barre d'erreur, hein, quand même, ça c'est ce qu'on appelle la barre d'erreur. Donc il n'y a pas de doute, c'est plus petit que 1. Alors vous allez me dire, pourquoi ce n'est pas 0 ? Ben, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas 0, parce que d'abord il y a du bruit, un photomultiplicateur, de temps en temps ça fait un clic alors qu'on ne lui a rien demandé, parce qu'il faudrait le refroidir à l'hélium liquide pour qu'il n'ait pas du tout de bruit, il y a un peu d'agitation thermique, donc de temps en temps, paf, il vous dit clic, tout se passe comme s'il y avait eu un photon, mais il n'y en a pas. Donc il suffit que ce bruit soit suffisamment faible. Par ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, il y avait quand même de temps en temps, on attrapait un photon qui venait de notre atome, qui n'avait rien à faire là, mais enfin il était là. Mais on avait réussi à réduire tout ça suffisamment pour être vraiment dans le régime où tout se passe comme si on avait presque essentiellement des photons uniques. Donc on a démontré un comportement corpusculaire. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ça, je vous rappelle que le titre de la conférence est « Dualité onde-particules ». Et donc on s'est posé la question, et maintenant, si j'envoie mon photon unique là-dessus et que je le fais rentrer dans un interféromètre qu'on appelle un interféromètre de Mach-Zehnder, quelque chose qui, si j'avais une onde, me couperait l'onde en deux et la recombinerait ici, de telle sorte que le fait qu'on détecte d'un côté ou de l'autre dépend de la différence entre les chemins des deux côtés. Parce que si les deux chemins ne sont pas égaux, il y a un retard et on recommence avec les histoires d'interférences, etc. Donc la question est, si maintenant j'envoie un photon unique, est-ce que la probabilité de détection ici ou la probabilité de détection là va dépendre de la différence des deux chemins? Est-ce que ça va varier sinusoïdalement? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a effectivement regardé la probabilité de détecter ici ou là en fonction de la position de ce miroir. Ce miroir est monté sur ce qu'on appelle une céramique piézoélectrique qui permet de contrôler la position
on va dire au 50e de micron. Donc on peut progressivement regarder. C'est comme quand je déplaçais le détecteur dans l'expérience de Feynman, sauf que ça, c'est une vraie expérience. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je passe sur les détails. Ici, on n'a pas assez de signal, on laisse accumuler. Et quand on laisse suffisamment accumuler, on voit une magnifique modulation sinusoïdale. Et sur le deuxième détecteur, on voit aussi une magnifique modulation sinusoïdale, évidemment complémentaire de la première, c'est-à-dire quand la probabilité est forte ici, elle est faible là, et vice-versa. Donc, nous sommes dans le régime de photons uniques, et pourtant, si on met un interféromètre, eh bien, on observe des franges d'interférence. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait des expériences comme ça, parce qu'aujourd'hui, des sources de photons uniques, je dirais que c'est vraiment quasiment aussi simple que la recette de cuisine que je vous ai racontée tout à l'heure. Vous prenez une lamelle de microscope, vous mettez un échantillon bien dilué dans lequel il y a des molécules bien choisies. Avec un microscope qu'on appelle un microscope confocal, vous pointez l'une de ces molécules, vous envoyez un faisceau vert dessus, voilà le schéma des niveaux, vous envoyez un faisceau vert qui l'excite en haut, vous attendez et elle finit par vous cracher un photon rouge. Donc vous envoyez un faisceau vert par là et elle vous crache un photon rouge qui revient par ici. Quand vous faites la mesure du paramètre alpha, je vais vous montrer comment on l'a fait, vous trouvez 0,13, donc nettement inférieur à 1, donc c'est vraiment du photon unique. Pourquoi ce n'est pas 0? Toujours pareil, parce qu'il y a du bruit, etc. Rien n'est parfait, même pas les expériences des physiciens. Alors voilà comment on a fait cette expérience avec c'est essentiellement nos collègues de l'ENS de Cachan, mais on les a quand même encouragés, et une fois de plus, on va mettre Fresnel à l'honneur, il faut être un peu chauvin quand même de temps en temps. Alors le dispositif qui a été utilisé dans cette expérience, c'est le double prisme de Fresnel, c'est deux petits prismes accolés comme ça, de telle sorte que la partie haute du faisceau est déviée vers le bas et la partie basse du faisceau est déviée vers le haut. On met ici un détecteur, ici un autre détecteur, et je recommence ma petite histoire. Si c'est un photon unique, il va être détecté soit ici, soit là, mais pas des deux côtés à la fois. Donc on fait l'expérience et on trouve effectivement que la probabilité de coïncidence est anormalement faible, ce qui est déterminé par ce que l'on voit en mesurant la quantité alpha. Très bien. Donc c'est un photon unique qui passe soit en haut, soit en bas. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mis une caméra, un CCD, à l'intersection des deux faisceaux. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Fresnel, il n'avait pas inventé ces prismes pour savoir qu'il y avait un photon unique. Il avait inventé ce schéma pour voir des franges d'interférence. Fresnel, il venait regarder là, à l'intersection entre les deux faisceaux, et il voyait des franges d'interférence. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Pour pouvoir le présenter dans les conférences et dans les articles, on a mis une caméra ici, et je vais vous présenter l'expérience. Voilà. Et ce que vous avez ici, eh bien, c'est le CCD. Donc sur cet écran noir, chaque fois que vous aurez un point rouge qui apparaît, eh bien, c'est le photon qui arrive. Alors le point rouge, le photon rouge, c'est nous qui avons décidé de coder en rouge, mais enfin c'est des photons rouges, donc pourquoi pas, hein. Donc, je vais vous montrer, je vais lancer l'expérience et vous allez voir arriver les photons un par un, ici, à l'intersection des deux faisceaux. Et c'est réalisé avec cette source dont nous avons auparavant vérifié que les photons arrivent un par un, c'est-à-dire soit en haut, soit en bas. Alors, c'est parti. J'espère qu'on y voit, sinon on recommencera en baissant la lumière. Vous voyez ce qui se passe là ? Voilà. Donc vous voyez, oh oui, ils ne sont pas rouges, ils sont jaunes, mais ça, c'est pas grave, c'est le codage. Donc, vous les voyez arriver un par un, mais si vous êtes assez patient, vous commencez à vous apercevoir qu'ils s'accumulent ici, puis qu'ils s'accumulent là, puis que là, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une addition sur les lignes verticales, et voilà le résultat de l'addition. Et vous voyez se construire devant vous des franges photon par photon. Ne vous y trompez pas. C'est certainement la première fois que vous voyez des franges photon par photon. Parce que vous avez peut-être vu des expériences dans lesquelles on prend un faisceau laser, on l'atténue beaucoup et on voit ça. Mais ça, ce n'est pas avec des sources où ça arrive photon par photon. C'est avec des sources où il y a la distribution de Poisson, etc. Ça, c'est vraiment fait avec cette source dont nous avons vérifié que alpha est nettement plus petit que 1. Donc, il n'y a pas de doute, il y a des franges d'interférence. Et donc, nous avons vu un comportement non ambigu ondulatoire
dans le régime de photons uniques, dont la réponse est oui, oui, la mécanique quantique s'applique bien aux particules uniques. Bien, alors réfléchissons un peu, ça ne fait pas de mal de temps en temps, même à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une première expérience dans laquelle on a prouvé qu'il y a quelque chose qui va soit d'un côté, soit de l'autre, mais pas des deux côtés à la fois, et on a décidé de l'appeler une particule. Et puis on a fait une deuxième expérience dans le même truc qui arrive là-dessus. Je vous rappelle, c'est le même truc, c'est la même source. Le même truc qui arrive là-dessus, il donne lieu à des interférences. C'est-à-dire qu'il donne lieu au fait qu'il va être détecté plutôt ici ou plutôt là, en fonction de la position de ce miroir et de l'autre miroir. En d'autres termes, ça dépend de la différence des chemins, et la seule explication que nous avons, c'est les ondes. Donc le même truc ici se comporte comme une particule, et ici se comporte comme une onde. Alors c'est quand même un peu surprenant. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va relire Bohr, parce que Bohr, vous savez, c'était fixé. D'abord, il a inventé l'atome de Bohr, et après, il a regroupé autour de lui tous les jeunes et brillants physiciens qui ont développé progressivement le formalisme de la mécanique quantique, et il s'était fixé comme tâche la tâche de répondre à toutes les questions conceptuelles et épistémologiques que les gens se posaient, parce qu'évidemment, ça les troublait quand même, ces choses-là. Ils inventaient, mais ça les troublait. Et donc, quand vous relisez Bohr, Bohr vous dit, mais attention, c'est pas si surprenant que ça, parce que vous ne pouvez pas poser les deux questions simultanément. Une expérience et une question. Ici, vous demandez à la particule, dis-moi si tu es passé en haut ou en bas. Est-ce que tu te comportes comme une particule qui passe en haut ou en bas? Ici, vous posez une autre question. Vous dites, est-ce que tu es une onde qui interfère? D'accord? Et donc, ces deux expériences, vous ne pouvez pas les faire simultanément. Vous avez beau vous gratter la tête dans tous les sens, il n'y a pas moyen de trouver un moyen de combiner des miroirs et des lames semi-réfléchissantes pour faire à la fois cette expérience-ci et cette expérience-là. Alors, quand vous lisez bien Bohr, alors le problème avec Bohr, il est multiple. Premièrement, c'est un génie, mais deuxièmement, c'est un génie incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Parce que Bohr, c'était un homme d'un scrupule énorme. C'est-à-dire qu'il voulait être aussi exact que possible. Et alors Bohr, qui était un adepte de ce qu'on appelle la complémentarité, il n'avait rien trouvé de mieux que de penser que l'exactitude et puis la clarté de l'explication, c'était des qualités complémentaires. Donc, ou vous êtes clair, mais vous n'êtes pas juste, ou vous êtes juste et vous n'êtes pas clair. Et évidemment, Bohr, il essayait d'être le plus juste possible. Donc, je peux vous dire qu'il n'est pas clair. Néanmoins, si vous lisez bien Bohr, d'abord, il vous dit qu'il n'y a pas moyen de faire les deux, mais il va plus loin. Il vous dit, finalement, c'est l'appareil de mesure qui détermine le comportement. Soit onde, soit particule. Alors, vous lisez ça, vous dites, ah ben ouais, c'est vrai, il a raison. Et donc, à ce moment-là, vous vous dites, mais alors ça veut dire donc que le comportement dépend de l'appareil. Donc, ça veut dire que le photon qui arrive ici, il dit, ah, ils sont en train de me demander si je suis une particule, donc je vais être gentil, je vais me comporter comme une particule. Puis là, le photon, qui a quand même subi un cours d'optique classique assez approfondi, il dit, oula, je reconnais, ça c'est un interféromètre de Mach-Zehnder. Donc, je sais que je dois prendre mon déguisement d'onde, et puis allons-y. Alors, pourquoi pas, hein? Sauf qu'il y a un type, pardon, je ne devrais pas l'appeler un type, un très grand physicien, qui s'appelle John Archibald Wheeler, qui était très malicieux, qui était un très grand théoricien, mais aussi un homme très malicieux, qui a dit, mais attendez, vous pourriez attendre pour poser la question que le photon ait dépassé la première lame semi-réfléchissante. Regardez, jusque-là, les deux appareils sont identiques. Donc, vous ne mettez pas ceci, vous ne mettez pas cela, vous attendez que le photon ait dépassé la première lame semi-réfléchissante, et seulement à ce moment-là, tac, vous sortez de derrière votre dos, soit le premier montage, soit le second. C'est ce qu'on appelle l'expérience à choix retardé de Wheeler. Et bien, cette expérience, nous l'avons faite avec nos amis de l'École normale de Cachan, Jean-François Sarroc et son équipe, et voilà comment ça se passe. Alors, Wheeler avait bien vu que c'était un peu compliqué de remplacer tout ça par ça, donc, bien qu'étant théoricien, il avait eu une idée pratique intéressante, et l'idée pratique, c'était de légèrement modifier les choses, de façon à ce que la différence entre le premier montage et le deuxième, c'est simplement la présence ou l'absence de lame semi-réfléchissante. Vous voyez, ici, il n'y a rien.
dont le photon qui est passé sur le miroir M2, il va là-haut, et le photon qui est passé sur le miroir M1, il va là. Par contre, là, vous avez la lame semi-réfléchissante, et c'est la deuxième expérience. Et enlever et mettre une lame semi-réfléchissante, ça peut se faire très vite, parce qu'en réalité, on a un système auquel on applique une tension. Quand la tension est là, la lame semi-réfléchissante est là, et quand il n'y a pas de tension, c'est tout transparent. Donc, on a fait l'expérience. Alors, voilà comment ça s'est passé. Alors ça, c'était la vision quand même d'artiste hein, de Wheeler. Wheeler, il disait, voilà, il y a une première lame, tac, tac, ça se divise en deux, et puis là, c'est le choix retardé. Soit on ne met pas la lame, soit on met la lame. Bon, alors la réalité est quand même un petit peu plus complexe. Ça s'est fait dans les sous-sols de l'Institut d'optique, à l'époque où on était encore à l'université de Paris-Sud. Maintenant, on est passé de l'autre côté de l'autoroute, on n'est pas loin de Polytechnique. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez votre source qui émet les photons uniques. On sait très bien à quel moment le photon unique a été émis parce que c'est déclenché par une impulsion. Le photon rentre. L'interféromètre, je ne rentre pas sur les détails, mais on sépare en deux voies et ça va se propager sur 50 mètres avant d'être recombiné. Et quand le photon est à peu près au milieu, donc vers 25 mètres, là, tac, on décide d'appliquer ou de ne pas appliquer la tension. Et la décision d'appliquer ou de ne pas appliquer, on la tire de façon aléatoire à cet endroit-là. Alors, c'est un mot pompeux qui dit que c'est un Quantum Random Noise Generator, un générateur de nombres aléatoires quantiques, parce qu'on croit que le signal qu'on utilise ici est un signal quantique. Mais le point clé, c'est que la décision de mettre ou de ne pas mettre est prise alors que le photon est déjà au milieu. Donc pour les gens qui sont un peu familiers avec la relativité, ça veut dire que le passage du photon ici et la décision de mettre ou de ne pas mettre la lame semi-réfléchissante sont des événements séparés par un intervalle du genre espace. Ça veut dire qu'aucun signal ne peut connecter ces deux événements, sauf à aller plus vite que la lumière, et ça on n'y croit pas quand même. Donc voilà, on met ou on ne met pas, et puis après, eh bien, on a un ordinateur pour trier les résultats, soit c'est arrivé ici, soit c'est arrivé là. Évidemment, on varie des paramètres, donc qu'est-ce qu'on varie? On fait légèrement tourner quelque chose ici, et puis en faisant tourner ce quelque chose, on change la différence entre les deux chemins qui sont là. Alors je vais d'abord vous présenter les résultats qui correspondent au cas où la lame semi-réfléchissante avait été mise, et voilà le résultat. Sur l'un des détecteurs, on a ça. Et sur l'autre détecteur, on a la modulation sinusoïdale opposée. Donc, quand la lame semi-réfléchissante est en place, on a bien des interférences. Alors, pour les experts, j'attire votre attention sur le fait que c'est un interféromètre de 50 mètres de long, avec une source non monochromatique, hein, c'est de la fluorescence, les photons sont émis, c'est un paquet d'ondes, c'est assez large, d'accord ? Visibilité des franges 94%, je suis en train d'insister sur la qualité des étudiants, des thésards, parce que ce n'est pas les vieux hein, qui font les manips, c'est les thésards qui font les manips. Bon, après, évidemment, on a fait des manips de contrôle. D'abord, on a vérifié le paramètre alpha, 0,12. On a vérifié que quand il n'y a pas la lame semi-réfléchissante, il n'y a pas de modulation. On a même vérifié que quand on coupe ici, eh bien, les photons ne vont pas là, ce qui paraissait évident, mais autant le vérifier. Ça veut dire qu'on a vraiment un photon unique, parce que s'il y en avait deux, ben, on continuerait à avoir des choses. Enfin bon, bref, on a fait les vérifications qui allaient bien, et voilà. Et donc, je vais passer à la conclusion. John Archibald Wheeler était un monsieur qui, en plus d'être d'une grande élégance, avait aussi une très grande élégance dans l'anglais. Et pour ceux qui parlent à peu près l'anglais, je vous laisse déguster sa phrase. Alors, il avait dit, si l'expérience donne le résultat qu'on attend. Malheureusement, il est décédé juste avant qu'on fasse l'expérience. Mais il avait dit, si l'expérience donne le résultat attendu, alors on décide que le photon sera venu par une route ou par l'autre, ou bien par les deux routes à la fois, mais on le décidera alors que le photon a déjà fini son voyage. Donc la décision que le photon est passé d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés à la fois, cette décision se prend à la fin du voyage. Bon, mais c'est mieux en anglais hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je ne sais plus où j'en suis avec le temps, parce qu'on a remis à 0, mais 2 minutes pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Ben, d'abord, il faut savoir que Feynman
a dit dans ce fameux livre Lectures on Physics, où il y a la fameuse expérience, que ça, c'était le grand mystère de la mécanique quantique. Alors, heureusement pour moi, 20 ans après, il a dit « Ah, je m'étais trompé, il y a un deuxième grand mystère, c'est l'intrication. » Et comme j'ai fait des manips d'intrication, j'étais content qu'il ait dit que l'intrication, c'était aussi un grand mystère. Mais enfin, Feynman a quand même toujours dit que cette dualité onde-particule, c'est un grand mystère. Donc si les gens viennent vous raconter « Mais non, la dualité onde-particule, c'est bien évident. » Bah, c'est peut-être évident, mais Feynman, lui, il croyait que c'était un grand mystère. C'est un grand mystère, mais néanmoins, on l'observe par l'expérience. Okay ? Alors, qu'est-ce que je dis à mes étudiants, moi ? Ben, je leur dis, premièrement, l'expérience nous force de l'accepter, la dualité onde-particule. Alors, avec mes étudiants, j'ai un gros avantage, c'est que je leur apprends le formalisme. Et il y a un point sur lequel je veux insister, surtout dans une audience comme la vôtre, de gens assez avertis, mais qui peut-être ne connaissent pas les détails du formalisme. Le formalisme est unique. C'est la même algèbre qui décrit la première expérience et la deuxième. Nos images ne sont pas les mêmes. Dans la première expérience, je dis c'est une particule. Dans la deuxième expérience, je dis c'est une onde. Par contre, les équations, le formalisme mathématique que j'utilise est le même. Ça, c'est quand même rassurant. Ça veut dire que la théorie est cohérente. Bon, j'ai un peu rigolé avec Bohr, mais Bohr est un génie incontestablement, et la complémentarité de Bohr, on ne peut pas la passer sous silence. C'est bien vrai, même dans la manip de Wheeler, à la fin, il faut bien choisir. On choisit à la fin, mais à la fin, il faut bien choisir. On fait une expérience ou l'autre. Donc la complémentarité de Bohr, c'est quand même quelque chose qui doit un peu nous rassurer. Mais ce que nous dit l'expérience de choix retardé de Wheeler, c'est que la complémentarité de Bohr, il ne faut pas la prendre d'une façon trop naïve, du genre c'est l'appareil qui fabrique, vous lisez des choses comme ça. Non, c'est plus subtil que ça. Alors pourquoi c'est important de comprendre que c'est plus subtil que ça? Eh bien, c'est parce que ce sont les gens qui ont accepté de reconnaître que c'est subtil, que les problèmes de fondation de mécanique quantique, ça pose vraiment des vraies questions. Eh bien, ce sont ces gens-là qui ont inventé des choses, par exemple la cryptographie quantique, l'information quantique. Alors je vous donne juste un mot sur la cryptographie quantique, mais j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'information quantique. Je vous garantis que tous les gens qui ont fait des découvertes en information quantique, ce sont des gens qui ont dit « Ouais, c'est quand même bizarre la mécanique quantique ». Par exemple, Feynman, c'est typique. Je vous ai expliqué qu'en 1980, il change d'avis. En 1980, il écrit un article où il dit « Ah ben toute ma vie, j'ai sous-estimé l'intrication ». Bon, c'est un peu plus long que ça, mais il dit ça. Mais Feynman étant Feynman, il invente instantanément le concept d'ordinateur quantique. Il dit, puisque l'intrication c'est si extraordinaire, faisons-en quelque chose, et il invente le concept d'ordinateur quantique. Donc c'est les gens qui acceptent de reconnaître qu'il y a un mystère qui progressent. Enfin, moi, c'est ce que je constate en lisant la littérature. Alors, la cryptographie quantique est très liée au photon unique pour la raison suivante. Vous avez Alice et Bob qui sont des amis, et qui essayent de communiquer en codant les informations sur des photons uniques. Alors, polarisation circulaire, en biais, etc., peu importe. Et puis, vous avez ici le eavesdropper. Alors, Eve. Alors, Eve. Pourquoi Eve? Parce que les Américains sont très malins. Ils ont inventé eavesdropper, c'est celui qui écoute aux portes ou qui se laisse pendre aux gouttières pour écouter à la fenêtre. Et donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que de l'appeler Ève. Et alors, quand je mettais une vraie Ève, je me suis fait insulter par les féministes, donc j'ai décidé de mettre une Ève qui n'a aucun caractère sexiste. Enfin, ou en tout cas, si elle a un caractère sexiste, c'est l'autre. C'est un moustachu. Et donc, vous avez l'espion qui est là, qui essaye de capter de l'information. Mais si vous vous rappelez, alors c'est un peu plus subtil que ce que je vais dire, mais l'esprit est correct. Si vous vous rappelez les manips que j'ai décrites, s'il met une lame semi-réfléchissante pour attraper un peu d'information, si j'ai un photon unique, et s'il attrape de l'information, ce photon unique, eh bien, il va manquer à l'arrivée. Donc Bob, en regardant l'arrivée de ces photons uniques, va dire « Oula, il y en a un qui prélève quelque chose sur la ligne ». Alors que si on a de la lumière classique, comme il y a une certaine probabilité d'avoir 1, 2 ou 3 photons, eh bien, l'espion peut avoir attrapé quelque chose sans se faire coincer. Alors, encore une fois, la réalité de la cryptographie quantique est un peu plus subtile que ça, mais l'idée fondamentale, c'est que c'est la mécanique quantique qui vous permet de dire il y a ou il n'y a pas d'espion, parce qu'en mécanique quantique, le simple fait qu'il y ait un espion va laisser une trace. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que dans la cryptographie normale, celle que vous utilisez tous les jours quand vous donnez votre numéro de carte de crédit sur Internet,
Le codage repose sur l'hypothèse que votre adversaire, celui qui essaye de vous piquer le numéro de la carte de crédit, n'a pas un niveau technologique ou mathématique supérieur au vôtre. Alors en l'occurrence, il s'agit d'un niveau mathématique. Pourquoi ? Parce que la sécurité repose sur le fait qu'il faudrait qu'il sache factoriser de très grands nombres. Alors, pour factoriser de très grands nombres, deux solutions. Ou bien avoir des ordinateurs beaucoup plus puissants que les nôtres, ça c'est une supériorité technologique, ou bien avoir un mathématicien génial qui a trouvé un théorème que nous ne connaissons pas et qui permet de factoriser rapidement les grands nombres. Donc la cryptographie classique repose sur l'hypothèse que votre adversaire n'a pas un niveau technique et ou mathématique très supérieur au vôtre. La cryptographie quantique repose uniquement sur l'hypothèse que la mécanique quantique marche bien et que les lois de la mécanique quantique sont vraies. Alors, ça a l'air assez robuste. On n'a pas dit que la mécanique quantique est vraie pour toujours, mais il est probable que la théorie qui viendra après la mécanique quantique sera quand même une théorie qui l'englobera sans la réfuter, sans la contredire. Donc, on pense que c'est quand même beaucoup plus sûr. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la sécurité contre toute attaque. Une sécurité inconditionnelle. Donc vous voyez que conceptuellement c'est différent. Parce que, alors, maintenant on comprend particulièrement bien que c'est différent. Vous avez entendu parler de Wikileaks. Imaginez qu'aujourd'hui, il y ait quelque part dans le monde des grandes oreilles qui enregistrent toutes les conversations cryptées. Ils ne peuvent pas les décoder aujourd'hui. Mais s'ils les ont bien enregistrées dans 10 ans, peut-être même dans 5 ans, il y aura des ordinateurs assez puissants pour décoder. Et on a bien vu avec Wikileaks que si dans 5 ans, on commence par balancer dans le public des secrets diplomatiques d'aujourd'hui, ça va quand même faire quelques dégâts. Tandis que si vous codez en information quantique, eh bien, même dans 5 ans, même dans 10 ans, même dans 20 ans, normalement, c'est secret, c'est secret. Donc, c'est un peu de propagande pour les technologies quantiques, mais je crois que c'est un problème conceptuel intéressant, ça méritait d'être dit. Et donc, je vais juste vous dire que ça existe. Il y a même des Suisses qui se sont amusés à transmettre entre un bureau de vote et un autre bureau de vote les résultats des votations, vous savez, avec la commission. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, c'est que ces expériences ont permis de montrer expérimentalement l'un des grands mystères quantiques. Et par ailleurs, j'insiste sur le fait que poser des questions fondamentales peut conduire à des applications. Et je vais juste terminer en montrant les gens qui ont fait cette superbe expérience de choix retardé de Wheeler. C'était une équipe de l'ENS de Cachan et évidemment un petit peu dans le siège arrière, il y avait quand même les deux parrains de l'expérience, Philippe Grangier et moi. Et ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que Philippe a été mon premier thésard, Jean-François a été le premier thésard de Philippe, et puis Vincent a été le premier thésard de Jean-François. Je n'arrive plus à compter les générations, mais en tout cas, c'est chouette. La physique se fait en famille. Voilà, merci beaucoup. J'ai un peu débordé. Hein. C'est pas très grave. Je suis désolé. Bon, bah, merci beaucoup. Ici, on parle souvent de l'univers à très grande échelle, les étoiles, les planètes qu'on va observer, les galaxies qu'on va observer au Chili, à Hawaï. Là, c'était à plus petite échelle, dans la banlieue parisienne, mais avec des Alors, j'insiste sur le fait que c'était à plus petite échelle, mais pendant longtemps, les gens ont été convaincus que les propriétés quantiques ne s'observeraient qu'à des échelles microscopiques, à l'intérieur de l'atome. Par exemple, l'intrication, les gens disaient « Ah ouais, mais les 2 électrons de l'atome d'hélium sont intriqués ». Là, c'est quand même des manips qui se font à l'échelle de quelques mètres. Quelques mètres, c'est très grand par rapport à un atome. Donc ça, c'est quand même de la mécanique quantique à échelle macroscopique. Ce n'est pas l'infiniment grand, mais c'est à échelle macroscopique. Ah oui. Je pense que c'est un côté intéressant. Alors, des questions, des commentaires. Merci pour cet exposé très intéressant. Lorsqu'il évoquait cette expérience, qui à son époque ne devait guère être qu'une expérience de pensée et que vous avez concrétisée, Feynman évoquait des probabilités négatives. Est-ce que ce concept a perduré ou pas? Alors, les probabilités négatives, c'est plutôt... il les évoquait plutôt pour ce qui est de l'intrication et la violation des inégalités de Bell. Je peux vous en parler. J'ai eu l'honneur de donner en 1984 un colloquium, comme on dit, à Caltech, devant Feynman. Et à la fin, Feynman m'a amené dans son bureau et m'a fait cadeau de son papier sur les probabilités négatives. Donc c'était plutôt sur
la violation des inégalités de Bell. Mais il est vrai que, de façon assez générale, quand on a un phénomène qui est prédit par la mécanique quantique et que l'on ne peut pas interpréter par un modèle classique, il arrive souvent que quand on essaie quand même de forcer un modèle classique à rendre compte du phénomène, alors on voit apparaître des probabilités négatives. Donc, si ça rassure les gens, si les gens trouvent là-dedans une interprétation qui leur convient, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais personnellement, pourquoi ça ne me convainc pas? Parce que veut dire une probabilité négative? Ça veut dire que lorsque cet événement va se produire, il va être effacé de la surface de l'univers. Donc ça veut dire que j'ai un événement, j'ai eu un photomultiplicateur qui a fait clic, j'ai quelque chose qui a été enregistré dans une mémoire d'ordinateur, qui éventuellement a été écrit sur un bout de papier, et quand le même événement se produit avec une probabilité négative, tout ça est effacé. J'ai un peu de mal à avaler. Personnellement, dans les bizarreries quantiques, je préfère la non-localité. Mais c'est une question de goût. On est tous d'accord sur la façon de faire les calculs. Mais c'est intéressant que vous posiez la question. C'est vrai qu'en tout cas, il y a des techniques, par exemple les fonctions de Wigner ou des choses comme ça. Quand vous tombez sur une fonction de Wigner négative, eh bien, vous avez un signe que c'est vraiment très quantique, ce que vous observez. Voilà. D'autres questions? Oui. Bonsoir, merci pour la conférence. Comment est pris le temps dans votre expérience, entre le photon et la plaque qui réceptionne les photons? Est-ce qu'il y a un temps propre pour le photon et un autre temps pour la plaque? Il y a un décalage. Le photon est relativiste. Donc comment la vitesse du photon est prise en compte? Il y a une rencontre des temps finalement à la fin lorsque le photon atterrit sur la plaque. Comment se passe? Est-ce qu'on prend en compte la vitesse du photon ou quand on fait l'expérience pour un électron, est-ce qu'on prend en compte la vitesse de l'électron? Ben, la vitesse du photon, par définition, c'est la vitesse de la lumière. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de temps propre dans le référentiel du photon. Mais en réalité, dans une expérience comme ça, qui est dans un laboratoire, il n'y a pas de question à se poser. La seule chose qui compte, je décris tout dans le référentiel du laboratoire. Mais comme je sais que toutes les équations se transforment, si je fais un changement de référentiel, je n'aurai aucun problème. Le seul endroit où se pose la question de relativité. Donc là, je peux vous donner l'ordre de grandeur des temps. Le photon est émis. La source qu'on utilisait avec Grangier, on a une décroissance. À partir du moment où je détecte le photon vert, j'ai une décroissance exponentielle avec une durée de 5 nanosecondes. Donc je suis sûr que le photon est émis avant 10 nanosecondes. D'accord? En 10 nanosecondes, la lumière parcourt 3 mètres. Donc ce que j'appelle le paquet d'ondes, c'est-à-dire cette incertitude sur laquelle sur le moment auquel le photon a été émis. Ça correspond à peu près à un paquet de 3 mètres. Si je fais des expériences qui vont au-delà de 3 mètres, eh bien, je n'ai pas de problème à me représenter ça comme un paquet isolé qui se propage dans l'espace. Et la relativité ne joue aucun rôle là-dedans. Le photon, il va à la vitesse de la lumière, je décris les choses dans mon laboratoire et c'est tout. Alors là où les choses se posent, mais j'y ai fait attention, dans la façon dont je vous ai présenté les choses, c'est dans l'expérience à choix retardé de Wheeler. Parce que dans l'expérience à choix retardé de Wheeler, j'ai pris la peine de vous dire la décision de mettre ou de ne pas mettre la lame semi-réfléchissante se produit au moment où le photon est au milieu de l'interféromètre. Quand j'ai dit ça, implicitement, j'étais dans le référentiel du laboratoire. Il n'empêche que ces deux événements étant deux événements, donc, comme on dit, séparés par un intervalle du genre espace, donc dans le laboratoire, ils sont simultanés. Si quelqu'un passe avec une fusée qui va très vite, eh bien, il va pouvoir inverser l'ordre. Il y en aura un avant l'autre ou l'autre avant l'un. Mais dans tous les cas, ce sera toujours séparé par un intervalle du genre espace, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir de relation causale entre les deux événements, parce que pour qu'il y ait une relation causale, il faudrait qu'il y ait une cause qui se propage plus vite que la lumière. Donc dès l'instant où j'ai précisé dans un référentiel, qui est mon référentiel du laboratoire, que c'est séparé par un intervalle du genre espace, cette propriété reste valide, quel que soit le changement de référentiel. C'est toujours du genre espace, il ne peut pas y avoir de relation causale entre les deux. Donc c'est une question intéressante, votre question. Et bien sûr, on fait attention à ces choses-là quand on s'amuse à faire des expériences comme ça. Une autre question? Oui. J'ai été assez étonné, d'abord je vous remercie beaucoup, bien sûr. J'espère que vous êtes étonné, moi aussi je suis étonné. Mais il y a une chose que je croyais, c'est que quand il y avait photon unique avec détecteur,
il allait à la fois d'un côté et de l'autre. Et d'après ce que j'ai vu, vous avez une expérience qui montre qu'il a soit à un détecteur, soit à l'autre. Et c'est avec votre coefficient alpha. Oui. Autrement dit, c'est ça qui m'étonne. Je croyais que dans tous les cas, il allait dans des deux côtés à la fois. Alors, si vous voulez, on peut dire, si on a envie, que... Alors là, on va mettre de la non-localité quantique, hein, donc on va un peu troubler encore plus, là. Voilà, allons-y. J'aime bien, j'ai une figure que j'aime bien, là. Voilà, celle-ci, voilà. Alors, vous pouvez dire que c'est pas idiot, et moi, c'est même ce que je préfère comme image, que tant qu'on est là, il est des deux côtés à la fois, mais qu'au moment où il est détecté ici, instantanément, sa probabilité d'être là tombe à 0, ou vice-versa, s'il est détecté là, alors instantanément, ça tombe à 0 ici. Alors c'est embêtant, parce que le mot instantanément est embêtant, mais c'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. Moi, c'est une image qui me convient. De dire, c'est comme si vous avez un photon qui est émis avec une onde sphérique, d'accord, donc il est partout à la fois, mais au moment où je le détecte ici, paf, partout ailleurs, l'onde tombe à 0. C'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, le collapse. Donc c'est embêtant parce que c'est une non-localité, mais honnêtement, je préfère les non-localités aux probabilités négatives. C'est une question de goût. Bien, peut-être une dernière question, tout là-haut. Merci. Oui, justement, à propos de cette non-localité et de l'effet EPR, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, si Einstein revenait, quelle serait sa réaction devant votre expérience? Vous me fendez le cœur. Qu'est-ce que ça serait bien si on avait la réponse à cette question? La seule chose qu'on puisse dire, c'est que Einstein, quelque part, a dit que c'était inacceptable pour lui, mais comme il l'a dit en faisant un raisonnement, alors là je passe à l'autre conférence, hein, celle sur EPR, mais que j'ai déjà faite ici, donc ça plane là. Einstein a dit, quand il a fait son raisonnement pour conclure que la mécanique quantique n'est pas complète, il a dit, si je n'avais pas raison, il a fait un raisonnement par l'absurde, il a dit, si je n'avais pas raison, alors vous devriez admettre la non-localité. Alors, il a dit, c'est une phrase un peu plus longue, il a dit, vous devriez admettre que ce que je fais sur un système ici réagit instantanément sur le système qui est là-bas. Alors, comme il n'acceptait pas ça, il concluait qu'il fallait compléter la mécanique quantique. Mais si on s'en tient à ce texte-là, on peut dire que Einstein aurait conclu qu'il y a une non-localité. Mais je pense que c'est un peu trop, lui faire dire un peu trop de choses. Mais voilà, mais oui, que ça aurait été bien qu'on ait Einstein pour commenter ça. Eh ben, je vous propose d'arrêter là. Donc on était à l'équilibre entre la justesse et la précision. Et merci encore. Merci à vous.